Chers amis, je suis Martine Toré. Je viens de la sphère clinique et je travaille au centre de la CEP à Barcelone. Et je suis également chercheuse clinique. Je travaille sur la CEP depuis 30 ans maintenant. Et depuis hier, je suis également fière de pouvoir annoncer que je suis la présidente actuelle de Lectrims. De concert avec le professeur Eudes de Haag, nous avons organisé le contenu des réunions de cette année et très rapidement, nous avons pris la décision d'organiser un événement pour les individus touchés par la sclérose en plaques afin de leur présenter les nouveautés directement après cette conférence. Leur présenter les nouveautés annoncées. Nous voulons transmettre les informations directement à notre communauté et à nos patients. Selon nous, cet événement va se poursuivre et va continuer à être organisé par Lectrims dans les années à venir. Nous sommes conscients de la barrière linguistique et afin de surmonter cet obstacle, nous sommes heureux d'annoncer que cet événement est interprété simultanément dans toutes les langues nécessaires. Il s'agit d'une réunion hybride en présentiel et distanciel. Je souhaite la bienvenue à ceux qui sont présents aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir permis de concrétiser cet événement et je souhaite la bienvenue à nos participants en ligne. Votre connexion à distance reste importante pour nous. Bienvenue à tous, benvenidos. Soyez les bienvenus, benvenuti. Willkommen, je ne connais pas d'autres langues. Sur ces mots, je suis convaincue que notre matinée sera remplie de succès et Bernard, je vais vous passer la parole. Merci beaucoup. En néerlandais, c'est welcome, hartelijk welcome, bienvenue à tous à cette occasion. Et pour ceux qui traduisent vers l'anglais et ceux qui sont présents ici, vous pouvez directement parler en néerlandais. Et donc, vous pouvez poser vos questions en néerlandais. Et je vais m'occuper de la traduction. Je vais repasser maintenant à l'anglais. C'était mes mots de bienvenue aux participants néerlandophones. Je leur ai annoncé qu'ils pouvaient poser leurs questions en néerlandais. C'est un plaisir pour moi de présenter le premier intervenant. Malheureusement, vous avez peut-être entendu dire que le professeur Helga de Vries, qui figurait au programme, n'a pas pu se joindre à nous. En conséquence, la première partie n'aura qu'un seul intervenant et il va également nous présenter le travail de professeur Helga de Vries. Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue au docteur Daniel Ontaneda, qui est professeur associé de neurologie à la clinique de Cleveland dans le centre de la sclérose en plaques. Merci beaucoup de votre présence. Je vous remercie d'avoir accepté de présenter. Il s'agit d'une tâche compliquée. Tenter de communiquer ce qui a été dit au cours des 3 derniers jours de manière condensée et de tenter de sélectionner les éléments qui peut-être vont influencer les pratiques cliniques sur la CEP. Merci beaucoup d'avoir accepté cette tâche. Merci beaucoup pour cette introduction et félicitations à vous deux pour l'organisation de cet événement. Lors de mon invitation, je me suis dit, il s'agit probablement de l'événement le plus essentiel sur la CEP, car nous nous attelons à discuter directement avec les personnes touchées par la CEP. Et généralement, la méthode scientifique est révisée par les pairs, mais dans tous les cas, je dois dire qu'il s'agit d'un défi de pouvoir parler de 3 jours, résumer 3 jours en 5 minutes. Et je me suis penchée sur les transparents au cours des dernières minutes. Je ne suis pas Helga, mais je vais faire de mon mieux pour vous présenter les résultats. Est-ce qu'on peut passer au transparent suivant, s'il vous plaît? Est-ce que... Ah, merci.
Très bien. On commence avec quelques schémas. Ce que vous le connaissez peut-être, il s'agit d'une section transversale d'un cerveau. Et d'un côté, nous avons un individu contrôle qui n'est pas touché par la CEP et de l'autre côté, nous avons une section d'un individu touché par la sclérose en plaques. Ce qui nous démontre, c'est que l'on retrouve ces petites zones logées profondément dans le cerveau, donc autour des ventricules. Donc, vous voyez ces cavités remplies de fluide et l'on appelle ça les lésions, les plaques de la CEP. Et nous avons également la matière blanche. On y retrouve des lésions de la CEP. Et il y a l'autre zone, le cortex, qu'on retrouve sous la surface directement du cerveau. Et bien souvent, ce que nous essayons, c'est que nous essayons d'étudier. Nous regardons qu'est-ce qui se passe dans ces zones touchées par les lésions, dans ces plaques qui se forment lors de l'apparition et de la progression de la CEP. Comment mieux traiter la maladie? Et donc, nous observons les modifications dans les lésions. Nous savons que le tissu cérébral, si on l'étudie au microscope, si on regarde les tissus qui apparaissent normaux, ces tissus parfois présentent des anomalies également. Et la comparaison nous permet de mieux comprendre la maladie et de trouver de meilleurs traitements. Donc ici, un transparent fort rempli qui nous présente les différents traitements disponibles pour la CEP, ce qui fonctionne. Et lorsque l'on réfléchit au traitement en termes de CEP, les deux traitements dans deux locations différentes, donc dans le système périphéral, donc le sang et ensuite au sein du cerveau également. Donc d'abord, je vais parler des traitements dans la zone périphérique, donc les médicaments qui agissent sur le sang. Donc la CEP est une maladie inflammatoire et les inflammations dans les cellules sont transportées du sang vers le cerveau. Et donc, si on peut influencer l'inflammation dans le sang, nous pensons pouvoir influencer la CEP. Et de nombreux essais cliniques démontrent que les immunomodulateurs nous permettent d'influencer la CEP, permettent de réduire les poussées, permettent de ralentir la progression et de réduire le cumul des incapacités au fil du temps. Donc maintenant, je vais vous présenter les différents traitements. Certains traitements agissent sur différentes cellules du système immunitaire, donc telles que l'alemtuzumab, qui lise, donc qui détruit donc les cellules T, donc les lymphocytes T et B. Et d'autres traitements agissent uniquement sur d'autres types de cellules. Par le passé, on pensait que l'effet principal en termes de CEP, les traitements les plus efficaces fonctionnaient sur les lymphocytes T, mais nous nous sommes rendus compte que les traitements sur les lymphocytes de B, parfois, avaient un effet plus frappant. D'autres traitements, donc certains, tels que le daclizumab, ou tels que le natalizumab, empêchent les cellules de passer dans le cerveau. Et donc, il y a également ceux qui influencent les récepteurs S1P. Donc, ce sont des traitements qui gardent les cellules immunitaires dans les ganglions lymphatiques. Donc, ils les emprisonnent, si vous voulez. Et il y a d'autres traitements tels que l'aquinimod ou d'autres, qui sont des traitements qui, pour l'instant, ne sont pas encore disponibles publiquement, mais qui agissent sur certains types de cellules NK, donc tueuses naturelles. Passons maintenant au fonctionnement de ces traitements dans le cerveau. Donc, certains de ces traitements passent dans le cerveau et une fois qu'ils sont dans le cerveau, ils ont un effet. Le natalizumab, par exemple, ou tel que l'acétate de clatiramère, ou d'autres médicaments qui ont plusieurs modes d'action, qui ont une influence sur les lymphocytes T, qui ont parfois un profil inflammatoire ou pas, et ils les poussent plutôt du côté non inflammatoire. Et d'autres traitements fonctionnent sur les cellules nerveuses elles-mêmes, sur les différentes voies nerveuses, qui agissent sur la survie ou pas du neuron, et différents traitements qui peut-être seront en mesure de remyéliniser les axes. Et nous espérons vraiment pouvoir avancer en la matière. Donc, je vais passer maintenant sur ce qui a été présenté. Je pense que vous avez déjà vu ce schéma, donc l'individu contrôle et l'individu atteint d'une sclérose en plaques. Et on voit qu'il y a différents types de patients en termes de sclérose en plaques.
On voit également qu'il y a différents types de lésions. On les appelle lésions de manière générique, mais si on les étudie au microscope, il y a plusieurs types de profils. Donc, des lésions actives, des lésions inactives et différents types d'informations. Et il y a parfois une combinaison de cellules inflammatoires nouvelles et anciennes. Et certaines lésions où la présence inflammatoire n'est plus là, mais il y a un cumul, donc ce sont parfois des lésions à cumul actives. Donc parfois des lésions anciennes qui combinent des zones inflammées et d'autres non inflammées. Donc parfois nous avons des lésions qui par le passé présentaient une inflammation active et qui aujourd'hui sont remyélinisées partiellement. Et nous avons mis au point des technologies qui permettent d'utiliser les microscopes à une résolution fort élevé afin de capturer des cellules individuelles présentant ces différents profils. Donc, jusqu'à présent, il était difficile d'étudier les différents types de lésions, car lors des analyses génétiques, on étudie toute une série de cellules variées. Et donc, si je choisis une lésion, il y aura toute une série de types de cellules différentes. Et donc, aujourd'hui, nous en sommes arrivés au point où nous pouvons choisir une cellule en particulier pour l'étudier de plus près. Ça nous permet vraiment de mieux comprendre ce qui se passe au sein d'une cellule. Et on voit qu'il existe différentes cartes de lésions et on peut étudier cela au regard de tous différents types de marqueurs. Donc, on voit les différents types d'activation dans certaines zones de lésions, les lésions actives, les lésions remyélinisées, et on peut étudier l'expression de différents gènes au sein des différentes lésions dans ces cellules particulières afin de mieux comprendre le fonctionnement, les processus en cours. Que pouvons-nous faire d'autre? Nous pouvons étudier les différents endroits, locations dans le système nerveux central. Nous pouvons regarder le sang de différents types de patients. On voit les cellules qui viennent du septum, donc une structure profonde au sein du cerveau, et plusieurs expériences. Donc, celle-ci, ici, nous montre qu'il existe toute une série de variétés de différents types de cellules que nous pouvons étudier. Qu'avons-nous fait ici dans cette étude? On a étudié le septum et on a également étudié le plexus choroïde et nous avons pu démontrer qu'il existait toute une série de cellules en provenance de ces régions. Et un des résultats de cette étude, qui a déjà été publié, est qu'il existe un type spécifique de cellules NK, tueuses naturelles, et des cellules inflammatoires fortes. Et ces cellules inflammatoires ne se trouvent pas uniquement dans la périphérie, mais elles se trouvent également dans le cerveau, ce qui signifie que peut-être on va pouvoir déterminer un nouveau mécanisme de traitement de la maladie. Alors, nous savons qu'il existe différentes structures telles que la lipoxine, par exemple, donc des lipides ou des produits dérivés des lipides, qui sont différents selon qu'on étudie un patient de la CEP ou un individu sain. Et nous nous sommes rendus compte que ces cellules telles que le TH1, TH17 influencent le fonctionnement de la CEP. Et si l'on transpose ces expériences dans le laboratoire, que faisons-nous? Nous prenons des cellules que l'on appelle les lymphocytes T régulateurs. Ce sont des cellules qui gardent le contrôle, qui maintiennent le contrôle sur l'inflammation dans notre corps. Nous pensons que ces Treg sont déficientes dans les individus touchés par la sclérose en plaques, c'est-à-dire qu'elles ne ralentissent pas les inflammations. Et si l'on utilise certains lipides spécifiques, donc ici une expérience particulière menée à Yale, démontre que si on expose ces Treg aux acides oléiques, elles passent d'une suppression défective à une suppression fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elles permettent de mieux garder le contrôle sur l'inflammation dans le corps. C'est important car l'acide oléique peut être obtenu de manière artificielle et ce que cette étude suggère, c'est que peut-être il existe un mécanisme qui va nous permettre de traiter les patients de la CEP si l'on réussit à obtenir de l'acide oléique via l'alimentation peut-être. Donc, il est peut-être de renforcer le fonctionnement de ces régulateurs Treg. Alors évidemment, je ne vous dis pas qu'il faut commencer à boire des litres d'huile d'olive. Bien évidemment, les effets de l'étude vont devoir être confirmés via des études avec des patients touchés par la sclérose en plaques. Et je pense que j'en arrive à la fin de la présentation du professeur Helga de Vries et je vais passer à ma propre présentation et nous pourrons ensuite passer aux discussions.
Alors, je connais cette présentation un petit peu mieux et je serai peut-être d'autant plus abscon vu que je suis plus familier du sujet. Donc, voici mes transparents. On m'a demandé de parler des effets au moyen terme ou de l'évolution moyen terme, de quel type de recherches ont été présentées en 2022 qui peut-être auront des effets dans plusieurs années sur la vie des patients touchés par la CEP. J'aimerais ici vous présenter des données sur les développements récents en termes d'essais cliniques. Ces essais cliniques, c'est un sujet qui me touche de près et je dédie ma recherche à ces essais cliniques. Et je ne sais pas si tous connaissent ce schéma. Lorsqu'on pense aux essais cliniques, on parle de plusieurs phases. De nombreuses données présentées appartiennent à la phase préclinique, telle que l'étude sur les acides oïliques, par exemple. Donc, on fait des découvertes dans le laboratoire et on passe dans une étude phase 1. Ce sont des études, des essais qui impliquent seulement un nombre limité d'individus. Bien souvent, ça se fait dans un environnement contrôlé avec des individus de contrôle. Et l'idée est de faire en sorte que la substance étudiée est sûre. Il s'agit non seulement d'étudier les effets, mais on veut garantir la non-toxicité de la substance pour l'individu qui la prend. Il y a ensuite la phase 2 qui est de plus grande ampleur, donc entre 100 et 300 individus qui vont participer. Et l'objectif de ces études de phase 2 est de déterminer la posologie exacte nécessaire pour traiter une maladie. Ceci se fait dans des individus qui sont touchés par la sclérose en plaques et de manière typique, ce que nous essayons de faire, c'est tout d'abord déterminer la substance à utiliser, déterminer la dose sûre et enfin étudier les effets et étudier le fonctionnement. Donc l'objectif non seulement est de voir dans quelle mesure la substance fonctionne, mais on se penche sur le processus, car ensuite on va passer vers une phase de plus grande ampleur. Donc, si la substance passe la phase 2, si elle est efficace, si on détermine une posologie efficace, on passe à la phase 3. Et dans la phase 3, ce sont des études définitives afin de déterminer si oui, il s'agit là d'un médicament qui va pouvoir être utilisé de manière clinique. Et les données de ces phases 3 sont soumises aux agences de réglementation, telles que l'Agence des médicaments des médicaments en Europe ou la FDA aux États-Unis, et ces autorités approuvent la mise sur le marché de ces substances ou pas sur base des résultats de la phase 3. Souvent, on lance 2 essais cliniques de phase 3. Et les résultats pour défendre l'utilisation de médicaments doivent être cliniques, c'est-à-dire l'utilisation pratique clinique de ces médicaments. Donc, dans les essais de phase 3, il faut étudier les effets directement touchant le patient, donc le nombre de poussées, le degré de fatigue, donc vraiment les effets concrets. Et ensuite, les essais de phase 4, une fois qu'un médicament a été approuvé, on continue à mener des études au sein d'une population plus grande afin de garantir le fonctionnement correct du médicament. Donc, la première, ici, est le résultat de l'étude et dépendance de la dose de l'anti-inflammatoire, efficacité neuroprotective, variable et biomarqueur d'un médicament qu'on appelle le vidofludimus. Dans un test appelé vidofludimus calcium et avec des MS multiples. Vous le voyez maintenant randomisé. Randomisé veut dire qu'on utilise un ordinateur. Est-ce que la personne va recevoir le médecin, ici vidofludimus, ou est-ce qu'ils vont avoir le placebo? Et cela veut dire que l'étude regarde le dosage et la sécurité. Et spécifiquement, quels sont les effets neuroprotectifs, hein? Est-ce qu'il y a un signal qui dit que cela marche? Donc, c'est également un IMU 838. C'est une nouvelle génération de type terriflunomide. Cela veut dire c'est donc une réplication active et ça empêche cette réplication active. Et donc, ne tient compte que de ceux qui veulent répliquer activement. Ça
ne supprime pas entièrement le système immunitaire. Quels sont les avantages? C'est une dose quotidienne. Il n'y a pas de besoin d'un processus d'élimination rapide. Donc, c'est un médicament IMU 838 qui est très bon, qui est assez toxique et qui reste longtemps dans le corps. Donc, si on veut s'en débarrasser, il faut attendre des mois et des mois, ou alors on a besoin d'un processus pour que le système puisse l'éliminer. Et donc, nous savons que ce médicament ne va pas avoir ce type de problème. Donc, qu'avons-nous fait? Nous avons eu des personnes atteintes de sclérose en plaques récurrente rémitante, âgées de 18 à 55 ans, avec une maladie active, une rechute l'année dernière ou deux rechutes les 2 dernières années et une lésion active au cours des 6 derniers mois, et marcher de façon autonome. L'objectif était soit examiner si les bidofludimus a un effet sur les nouvelles lésions, les lésions actives, trouver la dose efficace la plus fiable et examiner la sécurité. Donc, nous souhaitons avoir un dosage qui fonctionne, mais ne pas avoir le dosage le plus élevé. Donc, avoir simplement une dose efficace la plus faible possible. Donc, vous avez le design de l'étude. Donc, les uns reçoivent un placebo, une sorte de pilule de sucre, hein, aucun effet. Et un groupe reçoit 45 mg et un groupe 30 mg. Et donc, on voulait voir si c'était 30 ou 45 mg qui était meilleur. De manière à ce que cela fonctionne et que ce soit attrayant pour les personnes avec MS, pourquoi est-ce que participer? Donc, ce que nous faisons très souvent, c'est qu'on fait une période de 24 semaines où vous recevez un placebo et ces mêmes patients qui ont reçu un placebo. Donc, une ré-randomisation se fait et donc tous les ou tous les patients sont suivis à la dose la plus faible. Donc, quel est l'effet de ce médicament? Et c'est l'un de nos premiers résultats. Et vous voyez ces lésions actives. Et ce que vous voyez clairement avec les 10 mg, ici la moyenne, et vous voyez de 5,9 et ça descend à 1,4. Et on voit donc 10 mg ne marchait pas, mais 30 et 40 avaient plus ou moins le même effet. Et donc, probablement, il faut viser les 30 mg, probablement mieux tolérés, et les effets sont absolument très, très proches. Et nous avons également regardé les neurofilaments stériques, parce que c'est quelque chose qu'on peut mesurer dans le sang pour voir combien il y a de dépendance. Plus la dose est élevée, et cela veut et marque clairement la destruction des cellules nerveuses. Donc, on voit que les dosages de 30 et 45 mg de vidofludimus calcium ont montré un fort effet sur les lésions actives. 30 mg est la dose efficace la plus faible et une étude de phase 3 est prévue. 3 à 5 ans, ça va prendre. Et si cette étude est conduite et qu'elle est positive, ce sera un médicament qu'on verra d'ici le moyen terme. Ensuite, une étude MSC. C'est une entreprise qui s'appelle Neuron. Ils prennent des cellules souches, en font des autologues dérivés de la moelle osseuse et après, elles sont induites à sécréter des niveaux. Donc, ça vient du même individu, donc pris des cellules souches, hein, et qui sont induites à sécréter des niveaux élevés de facteurs neurotropiques. Et donc, également, avec les propriétés immunomodulatrices intrinsèques. Et donc, on regarde les facteurs VEGF, d'accord, croissance endothéliale vasculaire,
le facteur de la croissance des hépatocytes, HGF, et les molécules d'adhésion des cellules neurales, NCM. Et il n'y a que 18 participants à cette étude qui ont reçu ces marqueurs et très souvent, nous pouvons utiliser ces cellules, nous les injectons dans les cellules intratessales parce que nous souhaitons par ponction lombaire et nous avons collecté donc par ponction lombaire leur fluide à 0, 8, 16 semaines et cela jusqu'à la semaine 28. D'accord? Pour qu'on puisse analyser les biomarqueurs neuroprotecteurs. Et tous ces facteurs sont des facteurs potentiellement protégeant le cerveau. Avant l'administration, semaine 8, 16, et vous voyez que tous les marqueurs ont une augmentation. Et c'est donc, ça indique que ce médicament probablement fonctionne pour protéger le cerveau. Ce n'est pas encore une preuve clinique, mais nous allons effectuer des études cliniques derrière. Et ça, c'est une illustration graphique à savoir la croissance des différents facteurs. Et vous voyez, VEGFA a beaucoup, beaucoup augmenté. Et un troisième, qui est l'analyse primaire de Protect MS, une étude de phase 2 randomisée contrôlée par placebo, portant sur le temelimab pour la prévention de la neurodégénérance chez les patients traités par rituximab et atteints de sclérose en plaques récurrente. En fait, c'est quelque chose à laquelle on n'a pas beaucoup pensé dans le domaine de la MS. Donc, un rétrovirus endogène humain, c'est RV. Et nous savons qu'il y a une implication dans la pathologie de la CEP, à savoir sur la surface. Et ça s'appelle le tamelimab. Et ça a été étudié justement. Et tout d'abord, par rapport à la sécurité et la tolérance. Et vous voyez qu'il y a quelques résultats et surtout secondaires qui suggèrent qu'il y a un effet positif, notamment les critères d'inclusion secondaire et également toujours dans la tranche d'âge 18 à 55 ans. Et qu'est-ce que ça montre? Il y a beaucoup de données, mais aucun décès. C'est ça le message super important. Il y a eu quelques effets adverses, mais pas très euh, critiques. Il y en a deux, une hospitalisation liée au Covid, et c'était un patient placebo, et un qui a été traité au Timelimab. Et il n'y a eu qu'une rechute susceptible ou détectée et on a voulu voir si ça a amélioré ou changé les EDSS. Très peu d'événements. Vous voyez 48 semaines contre le début, notamment vitesse de déplacement et de fonctionnalité à la main, mais cela montre clairement qu'il y a une amélioration claire et donc un potentiel d'amélioration claire. C'était les trois études que je voulais vous montrer. Et bien entendu, je suis très heureux de répondre à vos questions. Merci. Y a-t-il des questions de la part du public ici aux Pays-Bas? Il y a un micro qui se trouve ici au milieu de la salle. Oui, si vous voulez bien vous déplacer directement au micro, merci. Merci pour ces présentations. Pour la première et la dernière
Étude, comment est-ce que ça a été administré? Oralement? Non, infusion pour la première et c'était oral. Oral. Et la dernière, c'était infusion. D'autres questions? Oui, merci pour cette présentation. Ma question sur la deuxième étude avec les cellules souches, combien de fois faut-il les administrer? De manière à avoir un effet sur le long terme, car j'imagine que cela ne fonctionne pas éternellement. Très, très bonne question. Et c'est justement quelque chose au niveau des thérapies cellules souches où on a pas mal de soucis. Et la majorité des études ont utilisé une dose unique. Les études long terme ont montré qu'un certain nombre de mesures partent et n'ont plus d'effet après une certaine période de temps. Par contre, on ne sait pas vraiment à partir de quand. Donc, trouvons d'abord l'effet robuste et après, on verra bien si c'est un effet qui perdure ou qui s'estompe tout au long de l'axe du temps. Mais c'est une excellente question parce que c'est quand même une manière assez invasive d'administration. Oui, ça c'est vrai. Oui, surtout aux États-Unis, les ponctions lombaires sont assez rares. Et aux États-Unis, les gens n'aiment pas, donc souvent les gens refusent lorsqu'on leur dit que c'est ce qu'on va faire. Et très souvent, on le donne de manière intraveineuse. On n'a pas vu d'effet majeur, mais qu'est-ce qui se passe avec ces cellules? Ce sera infusé et ça va aller dans les poumons. Est-ce qu'on peut avoir un traceur pour voir ce que les cellules font effectivement? Il y a un certain nombre de difficultés en la manière et puis surtout voir si ça atterrit, au cerveau ou pas et pour combien de temps ça irait, hein. J'ai, 13 pages, hein, de la part des gens en ligne et des personnes qui nous suivent. On ne pourra pas toutes les faire, mais c'est quoi les mécanismes de réparation possibles qui ont été analysés? Si vous deviez essayer de faire une sélection, quels sont les candidats qui arrivent vraiment à faire cette réparation des lésions? Eh bien, c'est une très, très bonne question. Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels nous pouvons être attractifs et notamment lorsque le TimeLab. C'est probablement la meilleure méthode. Nous avons un seul composé, c'est le clénistine. Et c'est un médicament qui existe depuis un certain temps, qui initialement a été utilisé pour autre chose. Et lorsque nous avons eu un test clinique fait à l'Université de San Francisco, ils ont regardé et analysé, qui était en fait un test électrophysiologique. Et ce médicament a clairement montré que la mesure a été améliorée de, entre le moment où ça touche la rétine et jusqu'au moment où ça arrive au cerveau. Donc, ça montre qu'on peut améliorer les choses. Et actuellement, nous l'analysons comme médicament dans des essais cliniques phase 3. Et
Ça marche sur une enzyme CEP et c'est probablement juste avant la production du myoline. Et les oligodendrocytes utilisent probablement ces enzymes de manière à ce qu'ils aient suffisamment d'éléments constituants pour pouvoir constituer l'élément final. D'autres médicaments ont été développés qui sont en phase de planification, d'études phase 2, grande échelle, de manière à pouvoir s'y attaquer de manière beaucoup plus précise. Si quelqu'un me demande c'est quoi le chemin, c'est la modulation CEP et les médicaments tels que la clénistine. Une étude, j'allais vous la présenter et j'ai décidé de ne pas le faire parce que c'est une étude négative et justement, on a eu plusieurs résultats. Je ne l'ai pas présenté parce que certains médicaments sont testés et ne fonctionnent pas et certains se rappellent certainement qu'il y a un grand nombre de médicaments qui justement affectent la CEP qui malheureusement était également négatif. Oui, merci beaucoup, Daniel. Un travail fantastique que vous avez effectué et cela aussi en remplaçant notre premier intervenant. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de nos discussions. Oui, et il y a énormément de questions en ligne et probablement beaucoup de questions dont on va traiter lors de la prochaine présentation. Donc, merci beaucoup pour cette présentation et merci d'avoir présenté ce qui est en voie de discussion. Professeur assistant de neurologie, ici au département de l'Université d'Amsterdam de neurologie et travaille également ici. Et Brigitte va nous présenter ce qui a été présenté ces 3 derniers jours. Merci beaucoup de m'avoir invité à prendre la parole. C'est un honneur et un plaisir de pouvoir m'adresser à vous. Et bien évidemment, je m'adresse également aux participants en ligne. Je suis entièrement d'accord pour dire qu'in fine, le plus important est que la recherche, les résultats se traduisent sur le plan clinique, car in fine, ce sont les personnes qui vivent avec la sclérose en plaques qui devraient en tirer les bénéfices. Je vais me concentrer aujourd'hui sur une approche plutôt court terme, un sujet, des choses que les personnes peuvent faire directement. C'est par exemple, qu'est-ce que je peux mettre en place demain ou la semaine prochaine? Donc, quelles sont mes options directes? Alors, aucune information de type lien financier à présenter. Je vais vous présenter des données basées sur 2 essais cliniques. D'abord, un essai lancé par LIMS et MS Research. Et l'étude sur l'intervention sur le mode de vie est sponsorisée par Voeding Leeft, c'est-à-dire la nourriture vie. Lorsque je me rends à une réunion et que je reviens, qu'on parle de l'approche clinique et qu'on me demande « Est-ce que tu as des choses à m'annoncer, des nouvelles? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma situation ?» Et en l'essence, ce qu'on me demande, c'est comment puis-je reprendre le contrôle sur ma santé, sur ma maladie. Donc, ce type de questions, je les garde à l'esprit lorsque je participe à des conférences telles que ici à Lectrims, et ces questions m'inspirent. Elles me poussent à adopter un angle d'approche différent lorsque je participe à de telles réunions, c'est-à-dire qu'est-ce qui importe pour les patients qui vivent avec la sclérose en plaques. J'ai décidé de me concentrer sur l'alimentation, l'exercice physique et la question de savoir s'il est possible de moduler les plaintes cognitives, donc d'avoir un effet sur les troubles cognitifs. Et bien souvent, dans ma clinique, on me demande
Est-ce que je peux influencer ma maladie grâce à mon régime alimentaire? Qu'est-ce que je peux faire? Malheureusement, jusqu'à présent, l'efficacité et supériorité d'un régime alimentaire sur un autre n'a pas encore été clairement déterminée. Cependant, on continue à se demander, est-il possible de donner des lignes d'orientation? Pouvons-nous conseiller un rythme de vie plus sain? Quelles sont les preuves existantes qui permettent de confirmer cette approche? Si l'on étudie les données transversales, c'est-à-dire des données qui sont collectées à un moment donné, mais on pose des questions sur certains éléments, par exemple, quel est votre régime? Nous voyons que les individus qui adoptent un régime alimentaire de meilleure qualité présentent moins d'incapacités liées à la sclérose en plaques et se plaignent de moins de symptômes. Qu'entends-je par un régime de meilleure qualité? Plus de légumes, de fruits, des céréales complètes, moins de sucre, de viande rouge et d'alimentation industrielle. Et récemment, un collègue de New York, Elana Katsalm, a démontré que suivre un régime méditerranéen permet d'établir une relation avec moins d'incapacité physique et moins de troubles cognitifs. Le régime méditerranéen est intéressant. Pourquoi? Il a déjà fait l'objet de nombreuses études liées aux maladies chroniques en général. On retrouve donc les légumes, les fruits à coque, mais également l'huile d'olive très importante et quantité limitée de poissons, viande et produits laitiers, donc en quantité limitée. Et si l'on étudie la population générale, c'est-à-dire pas uniquement les personnes touchées par la sclérose en plaques, nous voyons que ceux qui suivent ce type de régime présentent moins de risques d'accidents cardiovasculaires, c'est-à-dire des maladies cardiaques ou des maladies liées au système sanguin, mais également moins de cancers présents, moins de maladies neurodégénératives en général. Et par ces maladies, qu'entends-je? Des maladies qui entraînent des dommages cérébraux, la maladie d'Alzheimer, Parkinson, mais nous savons également que la CEP a une composante neurodégénérative. Et on voit également que la possibilité de mort due à toute cause, nous constatons que les individus qui suivent le régime méditerranéen sont moins à risque. Jusqu'à maintenant, je parle d'un seul point dans le temps, c'est-à-dire nous étudions des individus qui suivent un régime de meilleure qualité, vivent mieux. L'on peut se poser la question, existe-t-il une relation de causalité? Peut-être que les individus se sentent mieux. Pourquoi? Parce qu'ils font plus d'exercice physique. Il est possible que leur bien-être soit lié à cette activité physique et pas uniquement au régime alimentaire. Et donc, pour tenir compte de ces éléments, il faut mener une étude d'intervention. Jusqu'à présent, quelques études pilotes de petite ampleur ont été menées, c'est-à-dire un maximum de 75 patients. Et nous voyons que les individus qui ont la sclérose en plaques et qui mènent une meilleure qualité de vie connaissent un meilleur bien-être et sont moins touchés par la fatigue. Pour l'instant, au PIB, il y a une étude d'intervention sur le mode de vie en cours. Nous l'appelons l'étude LIMS. Plus de 600 individus y ont participé. Et cette étude LIMS est liée à une communauté en ligne et ces individus qui y appartiennent s'encouragent mutuellement à adopter le régime méditerranéen, mais échangent également des informations sur l'exercice physique. Ils échangent des astuces de relaxation. Nous suivons ces membres de la communauté pour voir l'impact sur le fonctionnement physique
dans le cadre de la CEP, mais également le fonctionnement mental. Donc, voir si l'adoption de ce régime et de cet exercice physique permet d'améliorer les symptômes ou de limiter l'apparition de nouveaux symptômes. Comme dit, donc plus de 600 individus, donc jusqu'à présent 663. Point de référence. Et étant donné, nous avons également une période de rodage ou de lancement de 3 mois, la période d'intervention, et maintenant nous suivons les patients et nous pouvons établir des comparaisons. Comment les patients se sentaient-ils avant la mise en place du régime et après la mise en place de l'intervention? Les données accumulées pour l'instant sont prometteuses. Nous attendons cependant la fin de l'étude pour tous les participants et une fois qu'elle sera terminée, je pourrai vraiment partager ces données. Nous les obtiendrons très prochainement. Et je rejoins ce qui s'est dit lors de la présentation précédente. Quel est le mécanisme sous-tendant ou les mécanismes? Nous voyons que les patients se sentent mieux, mais est-ce lié peut-être à des modifications de santé plus générales, des meilleurs comportements? Ils se sentent mieux, ils font plus d'exercices physiques, nous savons que c'est bon pour tout le monde. Ou bien est-ce que l'effet cible directement la maladie et on peut faire le distinguo entre est-ce qu'il y a un effet modulateur sur le système immunitaire ou bien est-ce que cela réduit également l'aspect neurodégénératif de la maladie, donc les dommages cérébraux et les dommages à la moelle épinière? Nous savons également que le régime et une régime plus saine ou moins bonne pour la santé joue un rôle sur le microbiote, c'est-à-dire les micro-organismes qui sont présents dans l'intestin, les bactéries et virus. Et nous savons que selon le type de régime adopté, la diversité du microbiote change et évolue. Donc, certaines données très prometteuses sont apparues, démontrent que le microbiote joue un rôle essentiel dans la modulation du système immunitaire. Ceci est peut-être imputable au fait qu'un régime différent est adopté, module le microbiote et donc influence le système immunitaire et le cerveau. Mais outre cela, nous savons également que, par exemple, dans une autre étude, nous avons pu voir qu'il y a la présence de modulateurs qui influencent directement le système immunitaire. Donc, il est donc possible qu'indépendamment des médicaments pris, il est possible d'avoir un effet via le régime alimentaire. Donc, ce sont des expériences très excitantes qui sont en cours. Et j'aimerais également vous parler quelque peu de la réadaptation cognitive et la pleine conscience pour réduire les troubles cognitifs ou les plaintes cognitives dans la CEP. C'est l'étude REMIND-MS. Un essai clinique randomisé et nous avons étudié l'effet des thérapies de réadaptation cognitive et les thérapies de pleine conscience pour voir si cela réduisait le nombre de plaintes exprimées par les patients. Et nous voyons que des preuves s'accumulent qui démontrent que, effectivement, ces thérapies permettent de réduire les gènes. Il est donc possible d'enseigner aux individus de compenser, mettre en place des stratégies afin de mieux organiser. Et il est également possible de dire qu'il est possible de restaurer certaines aptitudes cognitives. Et cela se fait souvent via des sortes de jeux sur ordinateur. Et souvent, ces études et les premiers résultats qui en sortent se reposent sur des tests cognitifs. Posons-nous la question, cependant, y a-t-il également des effets sur le fonctionnement quotidien cognitif? Et nous avons décidé de nous pencher sur cet élément en particulier. La thérapie MBCT, donc de pleine conscience, c'est-à-dire la méditation et le fait de vraiment être dans le présent,
semble avoir des effets bénéfiques sur le fonctionnement cognitif dans le cadre de la sclérose en plaques. Nous avons donc lancé l'essai clinique, nous avons randomisé l'essai et étudié donc les thérapies cognitives de réadaptation et l'utilisation de ces thérapies de pleine conscience. Et nous avons également mesuré la qualité des soins. Nous avons étudié la situation de référence, donc avant la mise en œuvre de cette thérapie, directement après la thérapie et 6 mois après la mise en œuvre de la thérapie. La durée de l'intervention était de 9 semaines. Et nous avons établi des comparaisons entre la réadaptation cognitive et le groupe de contrôle, aussi, également dans la thérapie de pleine conscience. Et nous avons pu clairement démontrer que les troubles cognitifs et plaintes y associées étaient fortement réduites. Après 6 mois, cependant, la situation avait évolué entre la réadaptation cognitive et la pleine conscience. Ceux qui faisaient la réadaptation cognitive atteignaient davantage leurs objectifs. Donc, une approche au quotidien. Nous pouvons demander aux patients que souhaitez-vous améliorer sur le plan cognitif. Par exemple, nous pouvons avoir un patient, lorsque je commence une tâche, bien souvent, je me suis distrait et puis je commence autre chose et à la fin de la journée, je n'ai pas réussi à faire ce que je m'étais fixé. Et un objectif, par exemple, est de terminer une tâche planifiée le matin. Et nous avons pu constater que les patients ayant suivi cette thérapie de réadaptation cognitive se concentraient davantage et atteignaient davantage leurs objectifs. Et les patients qui avaient suivi la thérapie de pleine conscience, après 6 mois, ils étaient toujours encore en mesure de traiter les informations plus rapidement par rapport au groupe de contrôle. J'ai emprunté ce transparent de Ulrich Dalkas, qui est chercheur au Danemark. Et je pense que ce transparent montre clairement que l'exercice physique permet de réduire les symptômes de la sclérose en plaques. En matière d'exercice physique, différents projets sont en cours afin de démontrer la possibilité de vraiment moduler, modifier la maladie grâce à plus d'efforts physiques. Et certaines données très intéressantes commencent à poindre le bout de leur nez. Cela pourrait également effectivement avoir un effet sur la maladie et pas uniquement sur les symptômes. Cependant, ces études sont encore en cours. Les résultats s'avèrent cependant très prometteurs. Donc, l'exercice physique est efficace afin de traiter les symptômes de la sclérose en plaques. J'aimerais ici terminer ma présentation en disant qu'un mode de vie sain est avantageux pour vivre avec la CEP. L'efficacité et la supériorité d'un régime alimentaire sur un autre n'est pas encore clairement déterminée. Cependant, pour conclure, il semblerait qu'un régime méditerranéen est avantageux. Et en cas de troubles cognitifs, on peut envisager la réadaptation cognitive ou les thérapies de pleine conscience. Et enfin, l'exercice physique est efficace afin de traiter les symptômes de la sclérose en plaques. Merci. Merci beaucoup, Brigitte. Veuillez vous joindre à nous. C'est un plaisir de pouvoir vous présenter le professeur Alan Thompson, qui est consultant neurologue à l'hôpital pour la recherche en neurologie, Queen Square à Londres. Il est également doyen à l'UCL, Université UCL, et je pense qu'il s'agit d'un des médecins qui a apporté une contribution essentielle en termes d'études sur la progression de la maladie, et il va nous parler des initiatives sur la CEP progressive. Alain, merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes impatients de vous entendre. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à prendre la parole. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous.
Alors évidemment, nous abordons différents sujets et Brigitte nous a parlé des effets immédiats plutôt que des effets sur le long terme. Sur le long terme, évidemment, l'approche n'est pas aisée, mais je vais commencer par vous présenter ce transparent qui vient de Hauser Lansen Neurologie et c'est une révision assez brève des avancées en termes de thérapie CEP. Donc un transparent très condensé et j'aimerais vous peut-être en tirer une conclusion. Et vous connaissez la conclusion, il existe énormément de médicaments pour traiter la CEP récurrente rémitante. Et j'aimerais également mettre en avant certaines avancées qui sont liées à l'apparition de ces traitements. Et c'est intéressant. J'aimerais me concentrer sur un certain nombre d'études. Je vais en mentionner 3, 4 très, très rapidement parce qu'évidemment, 10 minutes de temps de parole, c'est très court. Des études comparatives qui étudient des données déjà existantes, qui nous permettent de comparer différents médicaments, différentes substances et qui nous permettent de sélectionner le bon médicament pour le patient à un moment donné. Des études très utiles selon moi. Il n'existe pas de réponse unique pour tous les patients, mais une première étude qui a porté sur un groupe de grande ampleur et qui s'est penchée sur un certain nombre de médicaments utilisés, différents traitements, donc médeméthyle fumarate, fingolimod, acétate de clatiramère, natalizumab, ocrelizumab. Ils ont comparé les effets. Ils ont étudié le nombre de poussées, l'échelle d'incapacité et l'activité IRM. Alors, ne vous inquiétez pas, les graphiques sont très détaillés, mais ce qu'il faut regarder, c'est l'effet général. Donc, nous voyons les groupes ici larges qui ont fait l'objet de l'étude et les résultats. La comparaison de ces médicaments en termes de poussée. Ils ont regardé les effets sur 1 et 2 ans, première année. Et nous voyons que pour l'année première, certains médicaments sont plus efficaces que d'autres. Parfois, il n'y a pas tellement de différence. Pour l'échelle des incapacités, l'ocrelus, bien plus efficace que les autres, ce qui est un résultat plutôt direct. Et en termes d'IRM, attendez, les résultats n'étaient pas aussi marqués entre les différents médicaments en ce qui concerne l'apparition de nouvelles lésions. Donc, la conclusion de cette étude, et c'est très rapide, c'est que l'ocrelizumab est associé à une plus grande probabilité pour limiter le risque de poussée et aggravation de l'échelle d'incapacité. Et ce deuxième point, ce n'est pas tellement une question de supériorité par rapport au chrélésium, mais que les résultats ne permettent pas de l'appliquer à un patient particulier et qu'il s'agit là maintenant d'un jugement clinique, de discussion avec le patient, de savoir quel est le traitement le plus approprié. La deuxième étude, et nous avons déjà parlé des cellules souches tout à l'heure, c'est justement des cellules souches hématopoïétiques par rapport au fingolimod, l'ostrelizumab et natalizumab dans la forme cyclique de la CEP. Et cela, nous avons souvent l'impression que les cellules souches sont meilleures que toute autre chose et que c'est ça qu'il faut absolument. Là, vous voyez l'étude et bien sûr la manière de laquelle les gens ont été recrutés, mais regardez uniquement sous point C. Cela compare par rapport au Golamode et cela montre que cela fonctionne beaucoup mieux que par rapport au Fingolimod. Là, ici, c'est par rapport aux résultats en matière d'invalidité. Si vous regardez par rapport au natalizumab,
Là, équilibre et rechute, vous voyez quand même un équilibre en faveur des cellules souches et notamment par rapport aux résultats en matière d'invalidité. C'est raisonnable. C'est pas énorme, énorme, mais c'est raisonnable. Et l'étude précédente, quand je vous ai montré avec le ocrelizumab, là, il y a très peu de différence, en tout cas dans cette étude. Et si vous regardez les résultats en matière d'invalidité, oui, d'accord, mais pas énorme. Ah oui, encore un dernier point. Nous savons aussi que c'est quelque chose qu'il faut faire avec parcimonie dans des centres spécialisés, qu'il y a des événements indésirables et cela a été démontré également dans l'étude avec notamment un cas de décès. Ce que vous voyez, c'est que les cellules souches euh, ont une capacité modérée, une activité de rechute élevée avant le traitement et par rapport à, euh, au traitement, il y a un taux de récupération sur l'invalidité par rapport au fingolimod et natalizumab. D'accord? Ensuite, nous avons des deuxième étude qui, en fait, regarde l'efficacité de l'autogreffe des cellules souches hématopoïétiques par rapport au natalizumab dans la CEP progressive. Et là, il n'y a pas vraiment eu de résultats très positifs, notamment en matière de rechute, très peu de différence entre ces deux substances actives. Et donc, la conclusion, c'est les cellules souches n'est pas supérieure au natalizumab pour réduire la progression de l'invalidité, faciliter la réduction de l'invalidité ou prévenir les rechutes. Voilà. Dan n'a pas inclus des études négatives. Il a raison. Mais il y a une étude sur la vitamine D que j'aimerais discuter très brièvement. C'est pertinent pour nous et elle m'a surpris. Elle m'a vraiment surpris, mais bon, c'est une étude fort intéressante. Nous savons à quel point la vitamine D est importante. Et nous savons aussi que les niveaux de vitamine D sont associés avec des risques plus faibles de MS. Euh, et tout cela, tout ça des transparents issus de cette et Ellen et Tom. Et il y a eu un certain nombre d'études avec des essais randomisés. Et ici, vous en avez deux. Solar, qui a comparé ces 14 000 unités par rapport au placebo en complément de l'interférone bêta. Et il n'a pas montré de vraies différences cliniques, mais il y avait par rapport au MRT une légère différence. Le deuxième, c'était l'étude MEDEM avec 172 personnes atteintes de CEP randomisées pour recevoir une dose plus élevée de vitamine D, 5000 unités jour par rapport à l'apport quotidien de 600 par jour. Et bien entendu, c'était l'acétate de glatiramère qui était la référence. Et là, on a vu que les patients ont bien sûr adhéré. On a fait des tests sanguins pour surveiller cela et il n'y a absolument aucune différence entre les deux groupes, ce qui veut dire que prendre davantage de vitamine D n'a visiblement pas d'effet résultat et en tout cas dose plus élevée que la normale recommandée. Et il n'y a pas non plus eu d'événements adverses. Résultat et résumé, il y a plusieurs études qui démontrent des associations entre les niveaux de vitamine D et les risques de SEP. C'est non reproduit chez les populations noires, africaines ou latinos.
Vous avez en tout cas un faible taux de vitamine D qui est lié à une plus grande activité inflammatoire dans la SEP précoce et un tout petit peu comme dans les autres études randomisées, il n'est pas possible de démontrer un bénéfice clair de la supplémentation en vitamine D dans la SEP. Donc, je dirais, en résumé et conclusion, nous avons un grand nombre d'études et ces études nous permettent comment nous pouvons sélectionner le traitement le plus approprié, comment faire les choix et quels sont les choix que nous avons par rapport au dosage, etc. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Alan. Avez-vous des questions? Oui, plusieurs. Merci beaucoup. J'aimerais vous remercier pour cette possibilité de discuter. C'est surtout énorme pour toutes les associations de personnes concernées. J'ai une question. Si vous allez voir votre médecin il y a 20, je vais commencer une cure d'amaigrissement, c'est bien. Et maintenant, on dit moyen alternatif pour aider les gens avec MS. Est-ce que vous diriez que ces thérapies pourraient, pour certains patients, remplacer la médecine ou le traitement médical? Non, je ne le dirais pas. Je suis totalement d'accord pour dire que, mis à part un médicament, ça, c'est quelque chose dont il faut vraiment discuter. Et je pense aussi qu'il est important d'avoir une vision plus globale et holistique et donc discuter du style de vie, par exemple s'arrêter de fumer. Et nous voyons qu'un style de vie sain aide. Mais je ne pense pas que ça permettra de remplacer les médicaments. Voilà, merci. Il y avait d'autres questions encore. J'ai vu d'autres mains. Oui, s'il vous plaît. Je m'appelle Stadin Nuklik. J'aimerais savoir sur PCK et sur le MS primaire progressif. Cette approche est une nouvelle approche, novatrice, encourageante, avec des données phase 2 qui vraiment sont encourageants parce qu'on analyse la détérioration neurologique, mais il va falloir attendre les résultats phase 3. Dan pourra peut-être nous dire. Nous espérons toutes et tous que cette approche pourra être une approche à succès, mais soyons prudents. Soyons prudents. J'étais assis ici avant déjà, les choses n'ont pas toujours fonctionné comme on le pensait. Donc, je crois qu'il faut vraiment attendre les résultats des résultats phase 3 parce que ça change. L'ampleur des études change les choses lorsque vous avez plus de patients. Bonjour, merci beaucoup pour les présentations de la journée. Ma première, j'ai participé à une des études Remind MS et c'était fort intéressant. Vous avez l'étude LIMP. Est-ce que vous suivez aussi les patients avec des MRT, électabilité dans les MRT? Non, non, je m'en rappelle. Je me rappelle, je m'en rappellerai. Vous avez dit le moment opportun, le médicament opportun pour la bonne personne. En Suisse, là où je vis, j'ai été diagnostiqué aux Pays-Bas et je vis en Suisse. Nous avons thérapeutique première ligne, deuxième ligne.
et pour l'instant, j'utilise Occultus Lab. Mais en 2013, je l'ai demandé et sommes-nous actuellement en mesure de donner le bon médicament au bon moment? Et qu'est-ce qu'on fait avec les thérapeutiques à haute efficacité tout de suite? Eh bien, dans le test LIM, c'est uniquement des questionnaires parce que c'est en ligne, et une étude en ligne, et on essaye d'avoir le plus grand nombre de participants possible. Actuellement, c'est 750. Donc, si on voulait faire des MRT, oui, mais ce serait beaucoup trop cher. C'est déjà assez cher comme ça que d'avoir toutes ces personnes, avoir les séances en ligne avec eux. Mais j'espère qu'on pourra répéter ces études avec un groupe plus petit, plus restreint, et voir quel sera le mode d'action. Et là, on fera des MRT. Et il ne faut jamais dire, c'est une superbe question, mais c'était vraiment deux questions sublimes, fondamentales et assez difficiles à y répondre. Par rapport à l'accès, de manière générale, en Europe, nous sommes dans une position extrêmement privilégiée par rapport au reste du monde. Et dans un grand nombre de pays, il y a que l'interférone et c'est tout. Ou dans d'autres pays, un deuxième natalizumab, etc. Tout ça, c'est académique pour eux. Et puis, dans certains pays, ces médicaments sont tellement chers qu'ils ne pourraient pas se les permettre. Moi, je suis au Royaume-Uni, j'y habite, j'y travaille. Et c'est vraiment assez intéressant que de travailler avec notre système de santé. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. C'est vraiment très difficile que de voir cette différenciation, mais nous utilisons énormément Ocitalab, d'accord, mais beaucoup d'autres aussi. Donc, en fait, nous sommes guidés par tous ces algorithmes qui sont imposés à nous et qui s'imposent à nous avec des variations. Mais la deuxième question, si vous aviez MS demain, voudriez-vous tout de suite commencer avec un médicament plus efficace? Et ils peuvent être très efficaces, mais ont peut-être des effets secondaires plus difficiles à contenir. Il y a donc deux études qui qui essayent de comparer comment on a les médicaments à très haute efficacité et si c'est clair. Et peut-être que les résultats ne seront pas aussi clairs que je le souhaiterais, mais in fine, vous avez le clinicien, le patient avec MS et c'est une discussion entre le médecin et le patient qui vont déterminer, puisque le médecin veut toujours trouver le médicament le plus approprié. Ça peut être simple, dit comme ça, mais ça peut représenter un défi énorme. Alan, je pense que vous venez de parler d'un point super important, à savoir l'accès au traitement. Et on a pas mal de questions en la matière en ligne qui sont connectées de différents pays. Comme vous l'avez dit, là où les choix sont assez limités et qui écoute, ces comparaisons dont vous nous avez parlé avec les études, ça les rend mal à l'aise parce qu'ils n'ont pas accès à tous ces médicaments. C'est peut-être quelque chose à laquelle il va falloir penser en tant qu'organisation parce que l'accès et le non-accès est un vrai souci et cela se voit dans les commentaires du public. Oui, je suis entièrement d'accord. Et il s'agit surtout de la moyenne et avoir un conseil individuel, c'est une chose, mais il faut clairement avoir
une discussion avec votre propre médecin puisque vous ne pouvez pas répondre aux questions sans le médecin traitant. Et même si vous êtes présent dans d'autres pays et ça vous donne au moins une idée. Donc, merci pour cette partie. Merci pour ces apports et ces présentations. Et maintenant, on change de braquet parce que ce n'est pas ce qui a été présenté et dit ces 3 derniers jours, mais l'implication des personnes atteintes de MS. J'aimerais vous... Non, pardon. C'est votre... Parce qu'il y a 2 présentations. Helga, ça c'est votre présentation. Helga est présidente de MS Afrique du Sud. Donc, j'ai le plaisir de la présenter et notamment le fait qu'elle puisse donner cette... Et puis, Helga, votre nom, on peut le prononcer ici dans nos contrées. Merci. Et merci pour l'invitation. Oui, je suis une personne avec MS et donc mes phrases sont plus courtes. J'aimerais vous parler de l'implication des personnes atteintes de MS dans la conduite de la recherche. Je vous souhaite une excellente journée et merci de me permettre de participer à la discussion. Voilà. Voilà, je n'ai aucune divulgation financière ou conflit d'intérêts avec le matériel présenté dans cette présentation. Et merci beaucoup d'avoir regardé tous mes transparents en amont. Et je vis à Johannesburg. J'ai été diagnostiqué en 2010. Donc, qu'est-ce qu'un ordre du jour de recherche et quel est son objectif? Et lorsqu'on nous a parlé de l'application des personnes avec MS, eh bien, on pense automatiquement à l'ordre du jour de la recherche. D'accord? Et dans cet ordre du jour, la question est toujours comment peut-on y participer et comment peuvent-ils également influencer ces objectifs et comment comprendre l'ordre du jour de la recherche parce que c'est un cadre général. Des activités futures coïncident avec ce plan et maintiendront l'objectif de l'étude et détermineront ces derniers. Mais je ne suis pas une scientifique, je suis une patiente, ce qui veut dire que j'ai l'expérience et la recherche et le facteur est sans aucun doute le plus important lorsqu'il s'agit de la seule façon de faire progresser les améliorations dans le traitement et la compréhension de l'MS. Nous devons comprendre que la recherche ne concerne pas seulement un tas de cellules, de molécules. La CEP n'existe pas uniquement sous un microscope. Il s'agit d'êtres humains qui vivent avec cette maladie chaque jour et de l'impact de cette maladie sur la qualité de vie. Pour définir le programme de recherche, nous devons impliquer les patients atteints de MS, les laisser participer à sa définition. J'ai longuement réfléchi à la manière de permettre aux patients atteints de MS de prendre part à la définition du programme et voici quelques idées. La question, comment cela se faisait-il par le passé? Les méthodes passées fonctionnaient-elles? Les patients avaient-ils voix à la recherche? Si les questions à ces réponses sont oui, je veux vous demander de réfléchir. Cependant, si vous me demandez, moi, une personne qui vit avec la CEP, si ces questions ont-elles reçu répondre? Je ne suis pas d'accord, je dirais non. Les personnes vivant avec la CEP doivent être impliquées en tant que partenaires de la recherche. Peut-être que la question cellules et molécules sont traitées, mais la voix du patient n'est pas entendue. Comment déterminer de concert avec les centres de recherche le calendrier de la recherche? Pour l'instant, le patient n'est pas impliqué. Le patient doit être au cœur des préoccupations de la recherche en matière de sclérose en plaques.
Définir le calendrier de la recherche. Pour cette présentation, je vais dire que le calendrier, l'idéal, c'est de trouver un traitement qui permet de guérir la sclérose en plaques. Et d'ici à ce que nous trouvions une panacée, nous voulons améliorer la qualité de vie pour les personnes qui vivent avec la sclérose en plaques. Ceci est peut-être un peu large. Cependant, je pense que la plupart des individus qui vivent avec la SEP sont d'accord. Nous voulons poser la question suivante. Selon les patients de la SEP, quels sont les éléments qui permettent d'améliorer au mieux la qualité de vie? Les réponses sont nombreuses et elles sont probablement liées au domaine fonctionnel, c'est-à-dire les difficultés concrètes qui influencent la qualité de vie d'un individu. Quels sont les domaines de fonctionnalité? Donc, l'aspect cognitif, fonctionnel, physique, qui sont liés aux lésions qui apparaissent dans le cerveau et sur la moelle épinière. Comment mesurer les différentes avancées? Nous voulons étudier les rapports et les résultats présentés par les patients, les PRO. Donc, les résultats rapportés par le patient. Qu'est-ce? Tout rapport de l'état d'une condition de santé d'un patient qui provient directement du patient sans interprétation de la réponse du patient par un chercheur ou qui que ce soit d'autre. Comme vous pouvez le voir, l'image est très large. Les patients ne sont pas des chercheurs, mais ils sont des experts pour ce qui est des domaines fonctionnels de leur vie et comment ils sont touchés par la SEP. Chaque patient, c'est une question unique avec des particularités, des spécificités uniques. La question de savoir comment donner plus de pouvoir au patient et mieux l'impliquer dans le processus de la recherche. Il existe plusieurs groupes de défense des intérêts des patients partout dans le monde qui sont constitués d'individus ou d'individus qui sont touchés par la sclérose en plaques. Et il est temps de faire entendre la voix des patients via ces groupes. Comme entendu par les présentations données, plusieurs exemples existent qui permettent de donner plus de pouvoir et plus de voix aux patients. Par exemple, l'initiative PROMS. Dans cette initiative, le patient est au cœur de la recherche. L'objectif de l'initiative est de définir les domaines fonctionnels, déterminer les résultats rapportés par le patient liés à la SEP, utiliser une mesure fiable afin d'enregistrer ces résultats rapportés et développer des politiques ou des mécanismes au sein du système de santé. Donc, comment mesurer, quels éléments mesurer et comment déterminer des mécanismes concrets d'implication du patient. L'équipe de coordination de l'engagement est composée de 6 individus touchés par la SEP qui jouent un rôle central dans l'initiative au Royaume-Uni. Le CT, donc l'équipe de coordination, est impliquée à toutes les étapes, ce qui permet d'entendre le patient à toutes les étapes d'un processus de recherche. Impliquer le patient dans la recherche, cela signifie que le patient qu'on doit identifier les éléments ou les phases dans lesquelles le patient peut être impliqué. Le patient doit également connaître ses droits, mais également ses responsabilités dans le cadre de sa recherche. Bien souvent, les patients ne savent pas que participer à une recherche est une possibilité. Et ils sont également inconscients du fait de l'importance de leur implication. Les patients sont plus qu'une source de données et ils sont en mesure de façonner la recherche. Comment maintenir l'engagement des patients dans la recherche? Garder les patients informés, leur donner la possibilité d'agir après la recherche également, expliquer les résultats, fournir un soutien grâce à un accès aux chercheurs et médecins. La participation ne doit pas être symbolique, mais elle doit présenter une véritable valeur ajoutée. Le patient est un partenaire de la recherche. Garder la confidentialité de l'information et il faut que la recherche et ses résultats soient appréhensibles, ça doit être compréhensible pour le patient. Un feedback régulier, inclure le patient à toutes les étapes du projet,
Agir dans le meilleur intérêt du patient. Le patient doit connaître ses droits légaux dans le cadre de la participation à la recherche et doit également comprendre les risques liés à la participation à la recherche. Quelles sont les meilleures pratiques en termes de recherche? Ceci fait référence à un processus systématique pour identifier, décrire, combiner et distribuer les stratégies de gestion ou cliniques efficaces et efficientes qui sont développées par des médecins pratiquants. Bien souvent, il est difficile de déterminer quelles sont les lignes d'orientation qui permettent de déterminer les meilleures pratiques. Les meilleures pratiques sont liées aux valeurs et aux pratiques. Identifier des méthodes qui pourraient s'avérer efficaces et qui permettent d'améliorer la recherche. Donc, combiner les méthodes les plus efficaces et tester différentes méthodes en combinaison. De mon point de vue de patiente, ces pratiques sont liées à une approche éthique basée sur des valeurs. Or, éthique et valeurs, différents individus auront différentes définitions. Dans la recherche, il existe différentes responsabilités pour le médecin, notamment. Soyez patient avec le patient. Appliquer le meilleur plan de traitement. Être disponible pour répondre aux préoccupations liées à la maladie. Agir en temps et en heure en cas de poussée ou de modification. Et se maintenir au fait des informations les plus récentes. Responsabilité du patient. Être informé. Suivre des sources fiables. Gérer la CEP au mieux de vos capacités. Restez positif. Communiquez les préoccupations au médecin. Connaissez vos limites et prenez vos médicaments tels que prescrits. La responsabilité pour les chercheurs. Appliquer des processus éthiques. Respecter l'expérience concrète de vie des patients qui vivent avec la CEP et garder à l'esprit que ces patients ne sont pas scientifiques et doivent être traités en tant qu'êtres humains. Je vous remercie de m'avoir donné la possibilité de me faire la voix des patients. Merci beaucoup. Une magnifique présentation. Et je vais demander à Yana Hlavakova. J'espère l'avoir correctement prononcé. Membre de la plateforme européenne de la CEP, dans le comité exécutif, vous êtes membre du conseil et vous êtes directrice générale intérimaire. Vous avez également travaillé pour le ministère de la Santé de la République tchèque. Merci beaucoup pour cette fantastique présentation. Je vous remercie de m'avoir invitée, être présente parmi vous aujourd'hui, mais également au cours des 3 jours passés de la conférence ECTRIMS. Je suis transportée et je suis extrêmement reconnaissante en tant que patiente, car je vois plus de 9000 individus qui consacrent de leur temps, de leur vie, de leur engagement pour aider les personnes touchées par la sclérose en plaques, les aider à vivre leur vie au mieux de leur capacité, à atteindre leur potentiel. Et donc, merci à tous qui agissent en ce sens. Merci d'être ici aujourd'hui et de partager votre expérience. Je sais que moi, en tant que patiente, je sais que mon traitement est entre de bonnes mains et je sais que nous, en tant que patients, nous pouvons nous faire entendre. Tel que Elga l'a mentionné, la sclérose en plaques vous vole le contrôle, votre sens de contrôle. Or, il est possible de reprendre le contrôle dans une certaine mesure et être en mesure de reprendre les rênes de notre mode de vie, notre style de vie, ne suffit pas. Mais il faut avoir l'information et disposer d'outils. Il faut participer, ce qui me permet de mieux me sentir et de mieux vivre. Donc, merci à ECTRIMS de m'avoir fourni cette possibilité, d'offrir cette opportunité aux patients et merci pour la transmission de l'information aux patients. Alors, ici,
Relation d'intérêt. Je ne suis pas experte dans le domaine de la santé. J'ai étudié le droit. Je vis avec la scléroplasie depuis 12 ans. Donc, je viens de la République tchèque. Et donc, si vous tentez d'identifier mon accent en particulier, c'est la réponse. Et je profite de l'expertise du Centre d'excellence de la CEP de la République tchèque. J'ai pu recevoir un traitement précoce et rapide. Et je suis motivée parce que je veux rendre à la communauté ce qui m'a été donné. Et j'aimerais aider, car je sais que beaucoup aujourd'hui sont touchés par la CEP et j'aimerais que tous profitent des mêmes possibilités. Donc voilà ici mes relations d'intérêt. Nous sommes sponsorisés. Je n'ai pas de double casquette pour l'instant vis-à-vis du ministère de la Santé, car je suis en congé sans solde maintenant, mais je travaillais au sein du ministère de la Santé sur l'implication des patients et les informations que j'utilise viennent du Centre européen pour recherche et formation clinique, le CCRT, qui informe également les patients. Et lorsque je parle de recherche clinique, le sujet est complexe. Généralement, j'ai l'habitude de poser des questions. Pourquoi? Pourquoi est-ce important? Pourquoi impliquer les patients CEP dans les essais, dans la recherche clinique? Pourquoi s'impliquer dans la recherche clinique? C'est plutôt pourquoi devrions-nous démontrer de l'intérêt? Aujourd'hui, ma tâche est plus aisée. De nombreux intervenants excellents ont pris la parole avant moi. Les avancées, et sans la recherche, ces avancées n'auraient pas pu se faire, que ce soit pour définir la CEP ou pour améliorer la vie des patients. Et in fine, ce que nous voulons, c'est trouver le remède à la sclérose en plaques. Et nous savons qu'avant tout traitement, avant qu'un médicament puisse être mis sur le marché, il existe tout un processus complexe d'essais cliniques et d'approbation par les autorités de régulation afin de faire en sorte que le traitement soit sûr et efficace. Et pourquoi avons-nous besoin des patients dans la recherche clinique? Je ne parle pas des patients en tant que sujet des études, mais en tant qu'acteurs actifs. Et nous savons que ce rôle souvent est invisible, mais les patients jouent un rôle dans la détermination et le façonnement de la recherche. Et pourquoi? Nous voulons viser ce qui est important pour les personnes qui vivent avec la CEP. Nous voulons déterminer les priorités claires. Et comment être mieux impliqué? J'ai tendance à placer les éléments dans des petites boîtes. Et il existe plusieurs façons, plusieurs approches. En tant que patient, plusieurs possibilités de participation existent. Tout d'abord, participer à des essais cliniques en tant que patient, participant. Nous devons disposer d'informations accessibles et mieux partager les expériences entre les patients. C'est très important, mais ce n'est pas le seul angle d'approche. Et nous voulons également fournir des données en tant que patient, ce qui permet de s'impliquer différemment et de contribuer à la recherche. En tant que patient expert, vous pouvez participer à des groupes de défense des intérêts en rejoignant une organisation de patients, en rejoignant un comité consultatif de patients, afin de dire à ceux qui développent les essais cliniques ce qui est important pour vous. Vous pouvez également étudier les différentes possibilités d'accéder à des essais cliniques, ce qui peut également jouer un rôle et influencer la recherche et l'orientation de la recherche. Alors, trouver les informations. Qu'est-ce que la recherche clinique? Quelles sont les études cliniques en cours? Que devons-nous savoir en tant que patient? Comment trouver les informations pertinentes? Les traitements nouveaux envisagés et comment rejoindre un essai clinique. Alors, ne lisez pas ce transparent. Je suis reconnaissante envers Daniel d'avoir donné les différentes explications quant aux phases des essais cliniques. Ces essais cliniques sont complexes, mais il est important d'être au fait du déroulement de ces essais cliniques, c'est-à-dire connaître les différentes étapes particulières des essais cliniques. Ces connaissances vous
donner du pouvoir, vont vous permettre de diluer la peur existante. Selon vous, que pensez-vous que les organisateurs des essais doivent dire aux patients? Et tout d'abord, c'est une question de peur. Ne soyez pas effrayés, rassemblez les informations, identifiez les essais que vous voudriez éventuellement rejoindre. Et généralement, en tant que patient CEP, si vous envisagez de participer à un essai clinique, ou si votre médecin vous conseille de rejoindre un essai clinique, vous allez généralement rejoindre une phase 2 ou une phase 3 d'un essai clinique. Et nous savons aujourd'hui que ce sont les phases au cours desquelles il existe un certain degré de sécurité. Et lorsque vous participez à un essai clinique, il est bon de savoir que ce sont les soins les plus récents qui sont octroyés. Les coûts sont également couverts. La confidentialité est garantie. Vous avez des droits, c'est-à-dire que vous pouvez vous rétracter de l'essai à tout moment et vous contribuez au développement d'un meilleur traitement contre la maladie. Les règles éthiques sont très sévères et nous savons que pour certains patients, il existe parfois des critères d'exclusion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'option satisfaisante disponible pour l'instant. Et donc, parfois, la participation à l'essai clinique n'est pas toujours possible. Mais lorsque c'est possible, cela signifie qu'au sein de la population de patients qui vivent avec la CEP et qui suivent un traitement qui existe sur le marché depuis 2 ans, certains patients suivent ce traitement depuis de nombreuses années plus longues grâce aux essais. Donc, c'est un moyen d'accéder au traitement de manière précoce et cela permet d'identifier de meilleures voies de traitement. Donc, les droits de patients, soyez informés. Faites en sorte que vous compreniez tout ce qui se passe, tout ce qui sera organisé. Lisez les différents critères et surtout prenez le temps de réfléchir. Où trouver les informations? En ligne. Vous pouvez trouver les essais cliniques en ligne. Vous pouvez consulter bien évidemment votre spécialiste. Gardez à l'esprit que tous les centres d'excellence ne sont pas les seuls à organiser des essais cliniques, mais ils peuvent vous orienter. Et enfin, nous pouvons recommander le registre des essais cliniques européens qui vous permet de trouver les informations sur les essais cliniques en Europe. Il y a également les registres nationaux et consulter les organisations de patients telles que les organisations nationales qui vont être en mesure de vous aider. Et un autre moyen très important est de contribuer au registre. Et je contribue en République tchèque, sachant que la collecte des données est vraiment un domaine important et ça nous permet d'avoir une meilleure qualité. Donc, qualité des données et qualité de traitement. Donc, il faut connaître les données cliniques qui sont mis à disposition par les professionnels de la santé et notamment aussi, il faut avoir absolument une vision, car vous devez avoir une bonne vision de gestion des processus. Il y a des applications d'ailleurs en développement pour ce faire et il faut également regarder les registres nationaux et MSDA, MS Big Data, MS Base, et qui sont justement les grands résultats en matière de SEP. Et finalement, avoir des patients experts, car nous savons que les patients doivent être inclus dans la conception et le design des études par rapport à leur propre expérience, qu'est-ce qui est important, comment attribuer les priorités
et c'est les patients qui savent et qui peuvent nous le dire. Et pour ce faire, vous avez besoin de nous donner des formations. Lorsque je suis pour la première fois rentré dans une salle pleine d'experts, j'étais reconnaissante de l'opportunité qui m'était donnée. Euh, Pouvoir contribuer, non. J'avais une autre langue que je parlais. Et pouvoir participer et pouvoir donner mon avis, il est important d'être formé. Et il y a maintenant les outils nécessaires à cela, à savoir les experts qui ont eu cette formation et qui deviennent par la suite des experts. Et ça nous permettra, et oui, dernier transparent, merci beaucoup. Et merci de nous informer, de nous briefer, de nous donner cette possibilité d'un apport. Et nous souhaitons vraiment apporter notre partie au développement. Merci. Merci beaucoup à Hannah et Helga. C'est vraiment des présentations pleines de nouveautés et merci beaucoup à avoir contribué à cette discussion. Nous sommes très heureux maintenant d'ouvrir cette dernière partie à des questions, réflexions en commun. Y a-t-il, oui, Daniel, je voulais simplement dire merci. Oui, merci pour ces présentations fort intéressantes, excellentes. C'est peut-être un tout petit peu différent en Europe, mais aux États-Unis, lorsqu'on fait des essais cliniques, il n'y a jamais eu une voix des patients forte lors de la conception des études. Il y a un institut de recherche des patients qui a un mandat fédéral et ils sont en train de subventionner une étude que nous sommes en train de mener d'ailleurs. Et ce qui m'a très procoré à demander à ce que vous ayez la voix des patients dans la conception de l'étude et le design de l'étude. Donc, nous avons un comité consultatif que nous rencontrons tous les 2 mois, à peu près, pour voir comment se passe l'étude. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est très fort, mais nous n'avons pas de formation en la matière et ça a tellement évolué. Il y a tellement d'idées qui sortent de ces instances et qu'il faut clairement dire que si vous n'êtes pas inclus dans la conception des études, l'impact sera toujours réduit. Merci. J'aimerais aussi ajouter en ce sens, j'ai travaillé personnellement dans le conseil consensuel pour le vaccin de gens avec MS, avec CEP, et la possibilité d'un échange et de partager cela par rapport aux voix des patientes et patients et les participations et les contributions étaient vraiment fort utiles par rapport à la manière de laquelle c'est rédigé, c'est traduit, expliqué aux patients, plus facile à comprendre et notamment prendre les peurs que le vaccin puisse avoir des effets directs néfastes pour le patient. Donc, c'est quelque chose que nous, en tant que médecins et scientifiques, nous devons clairement intégrer cela dans nos protocoles, dans notre planification. Et il y a là énormément de contributions importantes.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Nous n'avons pas été formés à cela. Et les médecins montrent clairement de comment nous pouvons intégrer la voix et les avis des patients. Toute thérapie que vous souhaitez euh, inclure, il faut bien sûr améliorer la vie. Il faut améliorer la vie des gens et il est important de dire ce que nous pensons. Et les, nous avons le même objectif. Ce n'est peut-être pas toujours visible pour l'autre côté, mais ce processus en tant que tel est vraiment très, très positif. Les contributions que vous venez d'avoir est également extrêmement positif. Et j'aimerais vous dire merci, Anna. Et surtout le design et la conception des études cliniques. Lorsque j'ai commencé, il n'y avait pas de traitement. Et c'est parce que vous avez participé, vous avez pris des risques. Et c'est la raison pour laquelle nous avons maintenant le domaine MS, qui est l'un des domaines de la neurologie qui a changé ces 25 dernières années. Et c'est grâce à vous. Et à chaque fois que je dois expliquer une étude, à savoir pourquoi dois-je participer, et c'est de plus en plus difficile si nous ne faisons pas cet effort. Nous n'allons pas aller de l'avant. C'est le seul moyen, c'est avoir ces études cliniques. Nous n'avons pas la science infuse d'en haut. On peut uniquement avancer grâce aux études cliniques. Et le dernier point est également très, très important. C'est le seul moyen d'aller de vraiment ces registres. C'est une maladie sur le long terme. Et c'est uniquement grâce à ces registres que vous avez accès aux données sur le long terme. C'est comme ça que nous voyons si nos interventions sont vraiment utiles et super importants. Et finalement, c'est vraiment les données. Les données sont super importantes, mais également les patients. Et là, nous devons participer de manière active les registres, les preuves et notamment les registres. Et merci beaucoup d'avoir si bien défendu votre point de vue. Oui, merci. Et c'est superbe que de voir à quel point nous sommes tout à fait en ligne et avons le même objectif. Et là, c'est vraiment une situation gagnant-gagnant. Euh, vous avez la possibilité que nous le savons, il y a des risques, c'est vrai. Chacun fait de son mieux et les protocoles aussi éthiques, si vous êtes sur placebo, c'est uniquement sur une période délimitée dans l'étude et vraiment cette confiance est très importante. Confiance de la part des patients par rapport aux études et c'est une famille qui est soutenue
Et donc, on peut participer aux études, aux essais cliniques. On contribue au registre sans avoir peur qu'on nous vole nos données, hein, et que nous pouvons maintenant encore contribuer plus à travers les proms. Et là, vraiment, je me réjouis déjà de pouvoir utiliser les résultats, notamment en venant de l'Afrique du Sud. Je suis super reconnaissante et je le suis au nom de l'Afrique, car la prévalence, les études cliniques sont tellement peu faites en Afrique et l'Afrique dépend tellement du travail effectué par les États-Unis, l'Europe et le Royaume-Uni. Et donc, merci de nous y inclure. Et, et grâce au programme PROMS, nous sommes vraiment très, très, très heureux de pouvoir y participer. Merci. Et la session d'ouverture d'ECTRIMS, il y a 3 jours, nous avons dit que la recherche dans le domaine de la sclérose en plaques, c'est vraiment, et de MS de manière générale, c'est un travail d'équipe et de réseau, car les personnes sont le facteur déterminant. Et si vous n'impliquez pas les patientes et les patients, vous n'y arriverez pas. Donc, non seulement nous sommes heureux d'avoir pris cette initiative, mais que vous l'acceptiez, que vous fassiez vos présentations. Nous sommes très heureux aussi que les autres intervenants ont présenté leur point de vue. C'est une tâche pratiquement impossible à faire. Nous avons essayé de le faire et vous le voyez, et notamment en ligne, que c'est de plus en plus accepté et qu'il y a vraiment de plus en plus de thèmes dont on va traiter. C'est presque impossible, mais c'est un très bon début. Cela devrait euh, voir à quel point on peut améliorer la chose. Merci pour ces présentations. Je soutiens le fait que les patients participent dans la conception des études, mais beaucoup de patients ne sont pas vus par des neurologues dans des centres d'excellence, mais aux Pays-Bas, on appelle ça des hôpitaux périphériques. Que peut-on faire? Comment intégrer ces patients de ces hôpitaux de manière à avoir une, quelque chose de plus pertinent pour eux? Ce que je peux vous dire, c'est ce qu'on appelle un groupe de travail pour le CEP. Ils ont des réunions régulières et les nouvelles études qui sont en voie de recrutement sont explicitées, sont présentées. Et donc, si des personnes dans ces hôpitaux périphériques peuvent être inclus selon les critères d'inclusion, ils peuvent être référés au centre qui participe aux études. Et cela inclut notamment dans... Il y a aussi des études qui sont réalisées dans ces hôpitaux. Donc, nous prenons des étapes de manière à pouvoir inclure davantage de personnes pour que pas seulement ceux qui sont dans les centres précisés
ne puissent pas être les seuls à être inclus, mais qu'il y a aussi d'autres patients dans d'autres hôpitaux périphériques. Donc, votre conseil, c'est demander à votre neurologue s'il a connaissance d'études en cours. Oui. Pour les Pays-Bas, oui, c'est la situation. Et je pense que tous les neurologues, et en tout cas notre centre et les autres centres, vraiment, les voies de communication sont courtes. Merci. Et je pense que le Covid nous a appris qu'il y a beaucoup de moyens de collaborer à distance. Et notamment dans le domaine des essais cliniques, il y a une réconceptualisation du processus d'ensemble de manière à intégrer ce que vous venez de dire, à savoir non seulement aux Pays-Bas, mais également dans d'autres pays, car beaucoup de choses peuvent être faites avec la télémédecine, avec des personnes impliquées et pas uniquement dans les domaines tertiaires. Donc, il y a vraiment pas mal de moyens de passer outre ces problèmes. Et c'est en fait un des domaines où les patients peuvent avoir beaucoup d'impact en posant la question, en créant la demande. Je suis un grand fan des centres d'excellence et nous sommes vraiment très engagés, mais les gens ne le savent pas. Pour certains pays, c'est peut-être pas la bonne méthode. Pour nous, c'est bon, c'est parfait. Il faut se veiller à ce que les soins soient accessibles, la recherche soit accessible. Mais nous, en tant que patients, avons beaucoup de pouvoir d'informer et informer les neurologues, hein. Je ne parle pas. Notamment, la discussion par rapport à l'Afrique du Sud, la situation n'est pas à ce niveau-là. Et les patients sont les gens qui ont l'information, souvent plus que les neurologues. Donc, oui, vous allez créer la demande et notamment l'échange avec les neurologues. Et voilà, merci. Très bien. Avec ceci étant dit, j'aimerais remercier les intervenantes et intervenants pour le travail fantastique effectué, pour le public en ligne et si présent dans la salle. J'espère que ça a fonctionné correctement pour l'interprétation simultanée. Vous interprètes simultanée, l'espère aussi. Et j'espère que c'est une tradition que nous venons de lancer, qu'on pourra continuer pendant de grands nombres d'années. Et ma collègue présidente de CTRIM qui a pris l'initiative de lancer cet événement. Merci, merci à vous. Merci, au revoir, bonne journée.